Qu'est-ce que tu lis en ce moment? On me pose souvent la question, je suis toujours un peu embêté pour répondre parce que je lis beaucoup de choses en même temps. Alors, m'est venue l'idée de cette nouvelle série de vidéos qui interviendra de temps en temps. Cette série, l'ivresse du moment, l'idée c'est de parler des livres que je lis en ce moment. Ça fait, si je regarde ceux que j'ai rassemblés ici, une pile de plusieurs livres que je lis de différentes façons, qui sont des livres qui m'occupent de manière plus ou moins importante en ce moment, mais qui ont tout simplement le point commun d'être en cours de lecture. Il ne s'agit pas de parler des livres une fois qu'ils sont lus ou avant qu'ils soient lus, mais pendant la lecture, c'est-à-dire de mettre l'accent sur l'expérience de la lecture, sur qu'est-ce que lire. Alors, dans mes lectures, aujourd'hui il y en aura 7. Je vais essayer de faire un petit découpage, de chapitrer cette vidéo qui sera peut-être longue, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais je vais essayer de parler justement de ces 7 expériences très différentes de lecture. Par quoi commencer? La question évidemment est toujours une question qui nécessite réflexion et qui finalement aboutit à comme solution plus ou moins le hasard. Par quoi commencer? Commençons parce que c'est l'été, qu'il fait très chaud, par une vieille tradition chez moi, une vieille manie qui consiste en été à lire les Russes pour me refroidir l'esprit et pour m'échauffer l'esprit parce que les Russes à l'intérieur sont extrêmement chauds, sans doute à cause de la vodka. Alors cette année, les 2 premiers livres dont je vais parler ne sont pas à proprement parler des livres russes, mais des livres autour de la Russie. Des livres sur la Russie par des auteurs français. Commençons donc par Emmanuel Carrère, Limonov, un livre qui date, je crois, de 2011 aux éditions POL. Limonov, c'est un écrivain, poète, voyou, politicien du parti national-bolchevique, un mélange de nazisme et de communisme absolument terrible, mais peut-être pas tant que ça. Limonov, c'est donc le personnage de ce livre. Et cette lecture de ce personnage très russe, très soviétique même, si aujourd'hui il est encore vivant, je crois, Limonov. Euh, Ce qu'en fait Emmanuel Carrère, ça n'est pas tout à fait une biographie, même si ça y ressemble beaucoup. Ça n'est pas tout à fait un roman non plus, même si c'est très romanesque. C'est la vie de ce Limonov qu'Emmanuel Carrère a rencontré, raconté d'une manière à mettre en lumière l'époque. L'époque soviétique, en tout cas dans le début du livre. Je suis arrêté avant le chapitre 2 à la page 102, donc je ne sais pas encore l'évolution du personnage, enfin elle est un tout petit peu évoquée dans la toute première partie qui s'appelle Prologue, Moscou, octobre 2006, septembre 2007, qui expose le personnage de Limonov, qui suscite chez le lecteur une certaine attention d'un personnage assez
pittoresque, très russe, dans l'image un peu cliché qu'on se fait de la Russie. Personnage haut en couleur, voyou, poète, très romantique. Les Russes semblant d'indécrottables romantiques. Alors, ce que j'ai lu pour l'instant dans cette première partie de la vie de Limonov, c'est-à-dire son enfance et sa jeunesse, qui commence donc en 1943. Il naît quasiment en même temps que la bataille de Stalingrad et qui s'achève en 1967 à son départ pour Moscou. Il naît en Ukraine. Cette première partie donne une vision au fond plus légère que celle qu'on a de l'URSS de cette époque-là, de l'époque de la guerre, puis de l'époque stalinienne et de la chute de Staline. Une URSS où, au fond, pour Limonov et les gens de son entourage, il s'agit de se débrouiller. Il s'agit de jouer avec ce qu'on appelle les organes, c'est-à-dire la police politique omniprésente. C'est le jeu du chat et de la souris. Sous une grande quantité d'alcool et de débauche, le personnage est évidemment assez typique de ces dérives qui font que pour s'échapper à un monde extrêmement cadré, extrêmement répressif, on va aller dans les marges. On va passer des journées entières à se saouler et à écrire de la poésie étant en Russie, en tout cas c'est ce qu'en dit Emmanuel Carrère, une manière de résister. Et la poésie étant en Russie extrêmement populaire. Bref, cette lecture permet de toucher à cette époque de l'histoire et à cette sorte de parenthèse dans l'histoire qui a été l'expérience communiste, dont on a l'impression qu'elle est très lointaine alors qu'elle s'est achevée il y a 30 ans seulement. Et ça donne au fond quelque chose de plus vivant, de plus léger, de plus concret que le cours d'histoire. Et contrairement aux romans russes, extrêmement nombreux, les romans du 19e siècle, les Dostoïevski, les Tolstoï, leurs successeurs, le fait que ce soit un Français qui écrive ça, à mon sens, donne un peu plus de légèreté. Bref, c'est une lecture que je vais continuer avec intérêt parce que on a envie de savoir la suite, même si on sait plus ou moins ce qui va arriver au personnage, même si on ne sait pas trop si Emmanuel Carrère n'est pas un tout petit peu en train de participer au mythe que Limonov a créé lui-même. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? La question qui serait la question fondamentale d'une biographie, ben ici finalement on ne se la pose pas vraiment. Il y a une vérité peut-être plus profonde dans ce cadre soviétique qui va évidemment se craqueler petit à petit pour disparaître. Et j'ai hâte de savoir en gros que va faire Limonov au moment où l'URSS tombera. Deuxième roman, non, c'est pas un roman, deuxième
journal russe, écrit par un Français là aussi, Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie, autre mythe de la Russie, la Sibérie, le froid. Évidemment, le froid, par cette période de canicule, ça donne envie. Je lisais la température de moins 33 degrés l'autre jour dans ce livre-là. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce chiffre-là, alors qu'il faisait le contraire, c'est-à-dire plus 33 degrés. Alors dans les forêts de Sibérie, donc c'est ce mythe, la cabane isolée, au milieu de nulle part, dans le froid. Je m'éloigne pendant un certain temps et je joue à l'ermite. Alors l'ermite, Sylvain Tesson, c'est un ermite littéraire qui emporte plein de livres. Il en fait la liste au départ. Qui est les Enfers, Ingrid Astier, L'amant de Lady Chatterley, D.H. Lawrence, Traité du désespoir, j'arrive pas à le dire ça. Traité du désespoir, Kierkegaard, Des pas dans la neige, Eric Lhomme, etc., etc. Il y a toute une liste. Pour 6 mois de vie solitaire, dans une cabane au milieu de nulle part. Alors j'en suis ici au tout début. C'est plein de références littéraires, peut-être un peu trop. Et la question qui se pose, c'est est-ce que passer 6 mois dans une cabane, au milieu de nulle part, tentation, j'allais dire universelle, mais tentation que les gens qui aiment lire, qui aiment écrire, cette tentation-là, on l'a un peu. Peut-être pas dans une cabane en Sibérie, peut-être quelque part en montagne, en Valais, ou sur une île déserte. Y passer un certain temps à vivre de lecture et d'écriture et de méditation. Est-ce que, et c'est la question que se pose Sylvain Tesson, là encore je ne suis pas assez avancé dans le livre pour savoir si la réponse est donnée, c'est est-ce que ces conditions-là favorisent la vie intérieure? Peut-être, peut-être non, peut-être que pour que la vie intérieure soit favorisée, il faut au contraire vivre dans le monde. Mais ce recul a aussi quelque chose de nécessaire. Bref, je ne vais pas dire grand-chose de plus de cette lecture-là, parce que j'en suis uniquement au début. On est aussi d'ailleurs en 2011. Emmanuel Carrère et Sylvain Tesson ont écrit ces livres à peu près en même temps. C'est donc chez Folio Gallimard. Et ça fait du bien, en été, de lire des histoires qui se passent dans le froid. Autre manière de jeter un froid, troisième livre en cours de lecture, beaucoup plus avancé, celui-là que celui de Sylvain Tesson et celui d'Emmanuel Carrère. C'est un livre de Michael Fussell, Récidive 1938, aux presses universitaires de France. Donc Michael Fussell, c'est un philosophe, professeur à l'école polytechnique, auteur d'une œuvre philosophique remarquée, d'après la quatrième de couverture. Récidive 1938, livre datant de 2018, donc tout récent, qui est donc un livre de philosophe, mais qui est en fait un livre d'histoire. D'un historien amateur mais acharné qui va passer beaucoup de temps à lire les journaux de 1938. Parce qu'il a l'intuition que 2018 et 1938 sont 2 années qui ont des points communs. Et cela donc va provoquer cette réflexion classique quand on fait de l'histoire. Est-ce que l'on peut comparer des époques différentes?
quels sont les points communs, quelles sont les limites aussi de cette comparaison. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on n'est pas dans la comparaison systématique, dans le sens où on n'est pas tout le temps en train de dire, regardez, il s'est passé ça en 1938, il se passe ça en 2018, c'est la même chose. Ou c'est un tout petit peu différent, voilà la différence. Au contraire, pendant l'essentiel du livre, on a un récit de l'année 1938 à travers les journaux français. On a la défaite de Blum, la défaite des partis, la défaite sociale, la défaite de la République, la défaite morale, la défaite du sentiment. Bref, l'idée que cette année 1938, dont on sait, avec le recul, qu'elle est l'année qui précède la guerre, Michael Fussell constate que c'est une année de défaite. C'est une année où l'on renonce à beaucoup de choses. C'est une année où petit à petit en France, évidemment on aurait pu élargir le cadre de l'analyse, le livre est assez court, il fait 170 pages, on aurait pu élargir, on aurait pu parler de ce qui se passe ailleurs en 1938, en Allemagne évidemment, en Russie soviétique où c'est la période de la Grande Terreur, dans les autres démocraties comme la Grande-Bretagne, etc. Mais ici on se concentre sur la France et on constate que petit à petit la démocratie s'étiole, que petit à petit, sans le pressentir vraiment, on se rend disponible à la guerre. C'est-à-dire qu'on a un état d'esprit nouveau, plus autoritaire, plus défaitiste peut-être déjà. Mais la grosse difficulté dans l'analyse que je suis en train de faire et dans celle de Fussell, c'est justement de ne pas penser 1938 en fonction de 1939. C'est-à-dire que il s'agit d'isoler cette année-là. Et ça, c'est très compliqué. Alors, il me reste à lire l'épilogue, le retour et l'hypothèse, qui évidemment, enfin, du moins c'est ce que j'attends, va tenter de tirer les conséquences de cette année 1938 et de faire le parallèle avec notre période. Sommes-nous aussi dans une période où le démocratique s'étiole? On voit bien qu'il y a des parallèles, qu'il y a l'arrivée massive du populisme. On voit bien que la crise est profonde aujourd'hui, comme en 1938. Est-ce que les conséquences de cette crise-là seront les mêmes, alors que la crise est différente? Il y a des facteurs qui n'existaient pas en 1938 et qui sont là aujourd'hui, d'autres qui restent, le nationalisme, etc. Est-ce que ça va aboutir à la même chose? Forcément non. Mais en même temps, peut-être que regarder le passé peut avoir un certain intérêt, c'est du moins ce que j'essaye de faire quand j'enseigne l'histoire, même si trop de parallèles, évidemment, fait en sorte que on n'y croit plus aux parallèles. Bref, la démarche intellectuelle, sinon les conclusions que j'attends encore de lire, me paraît extrêmement intéressante. Quatrième livre. Autre habitude de lecture, à part ces lectures qui sont en gros mes lectures ordinaires, mes lectures en cours. Autre habitude de lecture, celle de la relecture. Relire les œuvres qui m'ont marqué. Une des premières œuvres
qui m'a marqué quand j'avais 14 ans, je crois. Sans doute, la première grande œuvre littéraire que j'ai lue, c'est dans ce livre-là, même, enfin, ça c'est le tome 1, Les Misérables de Victor Hugo. Je suis donc en train de relire Les Misérables de Victor Hugo. Alors évidemment, la relecture, par définition, c'est un peu voué à la déception. Et Victor Hugo, qui m'avait profondément marqué à l'adolescence, à l'âge où l'on est naturellement romantique, aujourd'hui me lasse un peu. Le style de Victor Hugo, je le trouve trop grandiloquent, trop... Il y a trop, tout simplement. Et toujours de belles formules, des phrases définitives, toutes les pages. Et ça alourdit le texte. Même si évidemment il y a ce souffle de Victor Hugo qui rend supportable cette grandiloquence. Chez d'autres, c'est ennuyeux. Là, ça n'est pas ennuyeux, mais c'est trop. C'est trop. Donc la relecture des Misérables, un peu décevante, malgré des fulgurances, des personnages qui sortent du lot. Celui de Javert. La description de Javert. Voilà des passages peut-être les plus ambigus, les plus intéressants de ce livre-là dans sa relecture, avec évidemment aussi tous ces retours, toutes ces réflexions sur une époque qui n'est plus la nôtre, mais en même temps la réflexion sur la misère, sur la manière dont l'on va s'acharner sur les pauvres reste d'actualité. Et la première page de Victor Hugo reste essentielle. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans de certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Évidemment, Les Misérables, ça n'est pas un livre inutile. Et puis bon, c'est devenu un mythe. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnages qui ont pris une ampleur considérable. Jean Valjean, Gavroche, Cosette. Ces personnages-là sont aujourd'hui des archétypes. Et donc il est bon, même si Victor Hugo peut épuiser son lecteur, de revenir à cette lecture-là que je lis assez lentement. Parce que justement, c'est assommant, Victor Hugo. Il faut le lire à petite dose. Sinon, on est sonné et c'est trop fatigant par temps de canicule. Peut-être qu'il faudrait lire Victor Hugo en hiver. Restons dans les grandes œuvres de la littérature française avec le livre suivant. Une autre manie que j'ai, une autre folie que j'ai aussi, c'est la lecture à haute voix. Et je me suis donné comme mission complètement barge de lire La recherche du temps perdu de Proust à haute voix. C'était peut-être il y a 10 ans, j'avais lu La recherche du temps perdu une première fois. J'avais été totalement fasciné par cette œuvre, que je n'avais qu'une envie au moment de la terminer, c'était de la relire.
Or, je me suis dit, tu la relis, ok, mais à haute voix. Ce que je fais de temps en temps, c'est un bel entraînement pour ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant, c'est-à-dire de parler à haute voix pendant un temps long, même si souvent j'y passe pas autant de temps que dans cette vidéo qui fait déjà 25 minutes. Donc j'en suis au temps retrouvé. J'arrive au bout d'une deuxième recherche du temps perdu, mais à haute voix. Lire la phrase de Proust, cette phrase longue, hein, c'est tout, les gens qui n'ont jamais lu Proust ont retenu ça de Proust, hein, c'est des phrases longues. Lire la phrase de Proust, s'en imprégner, c'est sans doute quelque chose de majeur. Il faut lire Proust à haute voix. Et j'irai donc jusqu'au bout de cette lecture-là, le temps retrouvé. Évidemment, c'est cette réflexion sur le temps qui passe, ces visages vieillis qu'on ne reconnaît plus, ces personnages qui ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient auparavant. C'est également le moment où survient la nécessité de l'écriture, la nécessité de parler, non pas de parler, mais d'écrire sa vie. La littérature comme étant une manière de vivre vraiment. Ce qui peut sembler un paradoxe, mais quand on écrit, on sait que non, qu'écrire c'est vivre vraiment, c'est vivre plus pleinement encore que dans la vie ordinaire. Ce que l'on fait aussi d'ailleurs en lisant la prose de Proust. Bref, le temps retrouvé, lire à haute voix Proust, n'est pas une perte de temps. C'est trouver sa voix. Et on écrira la voix comme on veut. Avant-dernier livre, je ne vais pas en parler longtemps parce que j'ai presque encore rien lu dedans. Autre envie de lecture à haute voix, la lecture de la poésie à haute voix. Je lis en vidéo Alcool d'Apollinaire. Ça va continuer encore un certain temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir une série de vidéos qui reprend dans l'entier Alcool. Et donc, j'ai lu déjà évidemment tout Alcool et je reprends ces lectures dans les vidéos. Et puis je me suis dit, continuons. Alors j'ai pris un deuxième Apollinaire, tout simplement parce que je suis parti dans l'ordre alphabétique de la poésie qui se trouve dans ma bibliothèque qui est juste là derrière moi. Et c'est donc les poèmes à loup de Guillaume Apollinaire. Là aussi, lire la poésie à haute voix, c'est évidemment encore plus évidemment que pour Proust, lire la poésie à haute voix, c'est forcément prendre en soi la langue de l'autre, celle de Guillaume Apollinaire, cette tension entre des rythmes que l'on a dans l'oreille, mais aussi des mots qui sortent de cet ordinaire de la poésie pour rendre la poésie de Guillaume Apollinaire extraordinaire. Donc je vais continuer à lire Guillaume Apollinaire à haute voix. Dernier livre. Denis Labouret, Histoire de la littérature française des 20e et 21e siècles chez Armand Collin. Pourquoi je lis ça? Tout simplement parce que il se trouve quand même que je suis prof de français et que l'été, les profs de français, les bons profs de français, en tout cas les profs de français qui cherchent à être bons, essayent
de réfléchir à leur enseignement. Et donc, cet automne, je vais devoir enseigner le français, la littérature française du XXe siècle, entre autres. Et je suis toujours embêté par la littérature française du XXe siècle, qui est une littérature que j'aime par-dessus tout. Et en plus, ici, il y a celle du XXIe siècle qui est présente aussi, ce qui évidemment est essentiel, c'est-à-dire s'intéresser à nos contemporains. Mais c'est très difficile à enseigner la littérature du XXe siècle parce que on n'a plus ces repères faciles, peut-être un peu bateaux, qu'on avait au XIXe siècle. Victor Hugo, c'est Les Misérables, c'est le romantisme et on peut mettre l'étiquette facile et donner des caractéristiques au romantisme, le réalisme, le naturalisme, etc. Enfin, on arrive assez facilement à catégoriser ce qu'on fait. Puis vous avez une nette distinction, le roman, la poésie, le théâtre, etc. Au XXe siècle, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donner des noms de mouvements, oui, le surréalisme, quelques autres, mais ça nous dit finalement pas grand-chose parce qu'il y a plus de dissidents que d'orthodoxes dans ces mouvements-là. Et puis, parler de la littérature en termes de genre, le théâtre, la poésie, etc., là aussi, ça esquive peut-être les grandes évolutions de la littérature du XXe siècle, qui sont justement le brouillage des frontières. Le roman se fait essai ou poésie, le théâtre aussi devient poésie. La poésie se rapproche du roman, etc. Et donc, essayer de comprendre ce mouvement-là, ces tensions. Alors là, je suis en train de lire le début, ce qui concerne la première partie du XXe siècle, avec quelques repères évidemment majeurs. Le repère majeur, ou les repères majeurs, je viens d'en parler. C'est Proust pour le roman, c'est Apollinaire pour la poésie. Mais le livre ici évoque aussi d'autres tensions. Le renouveau de la littérature chrétienne, avec des gens comme Bernanos, Mauriac, d'autres renouveaux romanesques chez Aragon, chez Gide, etc. Bref, revenir à cette histoire de la littérature, repenser l'histoire de la littérature à travers un livre tout récent qui date de 2018, donc il est, j'espère, à la page, ça permet de réfléchir aussi à mon enseignement pour cet automne, même si évidemment retranscrire ceci au niveau pédagogique, il y a une somme énorme de détails là-dedans, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, je vais essayer de piocher là-dedans quelques idées pour essayer de rendre intéressant cette littérature du XXe siècle et du XXIe siècle si complexe. Comment rendre attirant des choses difficiles. C'est le défi de l'enseignement, mais c'est aussi justement ce qui rend l'enseignement de la littérature intéressant. Même si certaines fois, les gens en face de nous n'ont pas l'air d'accord. Ce qui veut dire qu'il faut plancher encore, se dire qu'est-ce qui est véritablement essentiel dans la littérature du XXe siècle, qu'est-ce qui est nécessaire à la construction d'individus libres que nous tentons de faire par l'enseignement de cette littérature. Voilà.
Voilà donc mes lectures du moment. Lectures multiples et variées. J'espère revenir régulièrement sur mes lectures du moment. Je vous reparlerai peut-être de certaines lectures que j'aurai avancées. Je vous parlerai évidemment de mes nouvelles lectures. Ça viendra au fur et à mesure de mes pérégrinations littéraires, qui sont des pérégrinations aléatoires. Parce que lire est une aventure, souvent couché sur son canapé, pas toujours. Celle-ci, la dernière, c'est une lecture sérieuse, professionnelle, mais revenir sur l'aventure de la littérature et de la lecture en cours et de l'expérience de la lecture, voilà le but que se proposait cette longue vidéo, mais vidéo aussi nécessaire pour moi de revenir sur cette vieille habitude de la lecture et sur ce qu'elle suscite comme réflexion en moi. Peut-être qu'elle suscitera aussi des réflexions en vous. N'hésitez pas à me les transmettre en commentaire. Parce que on ne lit jamais seul. Même si l'acte de lecture, souvent, se fait seul. Alors bonne lecture à tous, bon été, et à bientôt pour de prochaines aventures littéraires.